L'excitation a envahi un groupe d'étudiants allemands alors qu'ils parcouraient le terrain rocheux des Alpes autrichiennes et gravissaient la Hohe Dachshund. Mais le petit groupe et leurs enseignants ignoraient que cette aventure palpitante deviendrait une suite d'événements graves, aboutissant à une tragédie bouleversant leur école. Ce que vous allez entendre est une histoire si troublante et carrément terrifiante que beaucoup ne peuvent pas la supporter plus d'une fois. Chaque année, les familles envoyaient leurs enfants à ce voyage avec enthousiasme, parfois même désinvolture, faisant confiance à la direction de l'école, mais cela allait lentement devenir le pire cauchemar des parents. Aujourd'hui, je vais vous raconter les faits sur ce qui s'est passé il y a plus de 7 décennies afin d'honorer ceux qui ont perdu la vie. Voici le récit bouleversant de la catastrophe du mont Dachshund. Bienvenue dans l'extrême. Le 15 avril 1954, 10 élèves et 3 enseignants de Heilbronn, en Allemagne, ont entrepris une randonnée autour du Hohe Dachshund. Le groupe était mené par Hans Siller, enseignant de 40 ans et alpiniste expérimenté. Il était accompagné de Hans-Werner Rupp et Christa Doris Vollmer, tous deux enseignants de 24 ans de la même école. Il prévoyait de guider les élèves de 14 à 16 ans pour leur faire vivre une expérience inoubliable dans l'un des paysages les mieux préservés d'Autriche. L'objectif était de confronter les élèves à un nouvel environnement pour tester leurs compétences et encourager la résolution de problèmes en équipe. Certains adolescents étaient impatients de tester leurs compétences en plein air, d'autres voulaient identifier des plantes et animaux locaux. L'un d'eux avait même apporté un appareil photo dans l'espoir de prendre quelques clichés de l'une des plus belles régions du pays. Ainsi, le matin du 15, vers 6 heures, le groupe est parti de l'école fédérale de sport d'Obertron pour se diriger vers la montagne. Le trajet a duré un peu plus d'1 heure. À l'arrivée, ils ont été accueillis par l'odeur de la terre, de la végétation humide et des fleurs en fleurs. C'était un jour de printemps typique en Autriche, dans l'un de ses plus beaux endroits. On l'appelle la chaîne de montagnes du Dachstein, un nom murmuré avec respect et révérence dans le monde de l'alpinisme, un lieu d'une beauté à couper le souffle où le ciel embrasse les sommets enneigés et où l'air est vif, porteur de la promesse de l'aventure. Pendant des siècles, ces montagnes, qui s'étendent à la frontière de la Haute-Autriche, de la Styrie et de Salzbourg, ont attiré explorateurs, randonneurs et rêveurs. Niché dans les Alpes autrichiennes, le massif du Dachstein offre tout, des via ferrata exigeantes aux paisibles prairies alpines, et constitue véritablement un terrain de jeu pour les aventuriers. Mais sous cette façade digne d'une carte postale se cache une réalité bien plus dure. Le Dachstein est un endroit où la frontière entre le triomphe et la tragédie peut être extrêmement mince. Les mêmes éléments qui rendent ce paysage si captivant, les hauteurs vertigineuses, la météo imprévisible, le terrain impitoyable, peuvent devenir mortels en un instant. Les montagnes, avec de nombreux sommets dépassant 2500 mètres glaciers, champs de glace et lacs pittoresques, sont une destination prisée mais dangereuse pour les alpinistes novices. Et les enfants étaient excités à l'idée de leur aventure. Le temps était doux et les enseignants pensaient qu'il pourrait pleuvoir un peu. Ce matin-là, le premier signe d'un malheur apparut quand le directeur consulta les prévisions météo. Il s'inquiéta car les nouvelles annonçaient plus de pluie et peut-être de la neige. Malgré l'avertissement donné aux enseignants d'annuler la randonnée, le groupe décida de poursuivre son plan, semblant écarter toute idée des dangers qui les attendaient sur la montagne. À 9h30, le groupe était déjà bien avancé dans sa randonnée et la pluie avait commencé. Les élèves commencèrent à douter de leur aventure, mais une fois de plus, Saylor affirma que tout irait bien et il décida que la randonnée se poursuivrait comme prévu. Même avec des manteaux, les adolescents n'étaient pas habillés pour les intempéries. Néanmoins, alors que la pluie continuait de tomber du ciel, ils continuaient d'avancer sur le sentier. Imperturbables face au changement de temps, les enfants suivaient joyeusement Saylor et leurs enseignants. Ils profitaient pleinement de tout ce que la nature avait à leur offrir. Pour beaucoup, marcher sous la pluie n'était pas la pire façon de passer Pâques, mais la réticence de Saylor à écouter les autorités allait vite les plonger dans le danger. Le groupe est finalement arrivé à un poste de contrôle dans le parc naturel de Schönbegum. À ce moment-là, il pleuvait depuis plusieurs heures et le temps semblait empirer.
Les habitants de la région ont exprimé leur inquiétude après avoir vu un groupe aussi important d'enfants monter la montagne. Petit détour sur ce train du chaos. Pour plus d'histoires brutes et non censurées, rejoignez la communauté Xtreme sur Patreon. On se retrouve sur Extreme Edge. Comme le directeur de l'école, ils avaient entendu les prévisions et savaient que le temps pouvait empirer à tout moment, alors ils ont décidé d'arrêter Sealer. Les habitants ont tenté de convaincre le chef du groupe et les enfants de rebrousser chemin, car du brouillard et de la neige étaient attendus l'après-midi, rendant le terrain montagneux très dangereux en cas de tempête. Que feriez-vous à leur place? Vous randonnez à l'étranger avec 10 élèves, alors que les habitants vous conseillent de rebrousser chemin. Eh bien, pour Zeller, il semblait confiant que le groupe était à l'abri du danger et a décidé de poursuivre leur randonnée. Au fil des heures, le temps se dégradait et en début d'après-midi, le brouillard s'est installé. La température a commencé à baisser, leur visibilité a diminué et la pluie s'était transformée en une légère neige. Sûrement, Sealer finirait par abandonner et jugerait qu'il valait mieux ramener les enfants à la maison. Lorsqu'ils sont passés devant un groupe d'ingénieurs qui travaillaient sur le téléphérique de la région, une fois de plus, Sealer a été averti qu'ils pouvaient être en danger, car une grosse tempête pouvait balayer la zone à tout moment, et on leur a conseillé de rentrer chez eux. C'était la 3e fois que Sealer et les autres enseignants ignoraient les conseils. Des questions ont ensuite été soulevées pour savoir pourquoi Sealer et les autres enseignants n'avaient pas simplement fait demi-tour à ce moment-là. Vous savez, si vous suivez nos vidéos, que rien de bon n'arrive en essayant de surpasser Mère Nature. Au contraire, on se retrouve souvent face à une force impossible avant de finir dans une tombe glacée. Après la disparition du groupe sur le sentier, hors de vue des ouvriers, personne ne les a revus ce jour-là. Ce qui suivit fut l'une des plus grandes tragédies de l'histoire autrichienne. Bien que nous ignorions ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne, nous pouvons retracer leurs pas et imaginer combien l'épreuve fut terrifiante. Lorsque la nuit est tombée sur la montagne, le groupe d'élèves et d'enseignants n'est pas revenu. Depuis la dernière fois qu'ils ont été vus, le temps avait radicalement changé pour le pire, et une tempête de neige avait commencé à recouvrir le terrain rocheux d'une épaisse couche de poudre blanche. Les alarmes ont immédiatement retenti et une équipe de recherche et de sauvetage a été rapidement organisée. Ils suivirent les traces du groupe pour retrouver leur parcours après le dernier point où ils avaient été vus, au-delà du téléphérique. Mais le temps était si mauvais que les secouristes se perdirent dans la neige épaisse et durent se replier à l'intérieur pour la nuit. Des prières et des bougies furent allumées pour les enfants et enseignants disparus, tandis que leurs parents espéraient qu'ils aient trouvé refuge dans la montagne face au froid. Au matin, près de 3 mètres de neige étaient tombés, rendant la traversée de la montagne et la localisation des disparus extrêmement difficile. L'équipe fouillait la montagne, consciente que le temps jouait contre elle. Ils ont sécurisé la zone où les adolescents avaient été vus pour la dernière fois, finissant par tomber sur leur premier indice. Ils ont trouvé un journal et un sac de pain vide par terre à une courte distance du poste de contrôle de Shunpagom. Cette découverte a amené les secouristes à penser que le groupe d'étudiants avait finalement fait demi-tour lorsque le temps s'est brusquement détérioré. Mais s'ils ne sont pas revenus au début, où sont-ils allés? La disparition de leurs fils et filles aurait été insupportable pour les parents. Cela a dû être comme vivre le pire des cauchemars, et cela les a laissés dans un état d'inquiétude et de désespoir permanent. Les premières heures sont souvent marquées par une inquiétude croissante à mesure que l'heure de retour prévue passe sans contact. Cette inquiétude se transforme rapidement en une panique totale lorsque l'on réalise que quelque chose s'est terriblement mal passé. L'esprit des parents s'emballe, imaginant les pires scénarios, alimentés par les dangers inhérents à la nature sauvage, comme un terrain traître et une météo imprévisible. Ils ont peut-être imaginé leurs enfants, déterminés et courageux, luttant à travers la neige qui leur arrivait jusqu'aux genoux. À mesure que les températures chutaient, la peur effaçait toute couleur de leur visage. Les parents ont sans doute imaginé la panique des adolescents et leur épuisement, alors que la visibilité tombait à quelques mètres dans la tempête de neige. Dans ces scènes imaginées, les adultes espéraient sans doute que l'enseignant ait essayé de faire demi-tour, mais il était alors difficile de savoir où se trouvait la sécurité. La neige profonde ralentissait chaque pas.
Les enfants, fatigués, transis et trempés, se serraient sûrement tandis que les enseignants tentaient de les rassurer. Ils n'y croyaient peut-être pas. La neige leur montait jusqu'au torse, l'hypothermie s'insinuant comme un voleur silencieux. Certains parents ont peut-être imaginé leurs enfants cherchant désespérément un abri derrière des rochers ou sous des branches nues, tentant de survivre à la tempête. Le soir, perdus dans ce monde blanc, il n'y avait plus où aller. Un par un, ils se sont peut-être effondrés, leur dernier souffle se dissipant dans l'air glacé, avant que la tempête ne les engloutisse complètement. Voici les horreurs qui tournaient sans cesse dans l'esprit des mères et des pères, des visions qui, tragiquement, se sont révélées terriblement proches de la vérité. Mais aujourd'hui, nous savons qu'ils se trompaient sur les décisions de l'enseignant. Pourtant, les parents n'ont jamais perdu espoir. Les opérations de recherche et de sauvetage ont continué pendant 3 jours, mais aucun signe du groupe n'a été trouvé. Cela, jusqu'à ce que la neige commence à fondre. Et la réalité terrifiante de la situation est devenue évidente. Ce qui avait commencé comme une opération de recherche et de sauvetage s'était depuis transformé en mission de récupération. Alors que la neige se transformait lentement en flaques d'eau sur la montagne, les restes du groupe commencèrent à émerger un à un de la couverture blanche. Malgré les conditions météorologiques difficiles le 24 avril, les corps de 8 élèves et 3 enseignants furent découverts, dont Willie Dangler, 16 ans, Peter Lennon, 15 ans, et Kurt C., 14 ans. Mais, malgré la nature sombre de la découverte, les restes de 2 autres enfants se trouvaient encore quelque part dehors. À ce stade, il était facile d'espérer qu'ils avaient réussi à survivre d'une manière ou d'une autre. Je suppose que la moindre lueur d'espoir suffit à justifier un miracle, mais malheureusement ce n'était pas le cas, et il n'y avait aucun aspect positif dans cet incident tragique. À la fin du mois, une équipe de plus de 400 travailleurs dévoués était répartie sur cette partie de la montagne, travaillant sans relâche pour retrouver les 2 derniers étudiants. Leur engagement indéfectible était évident au fil des semaines. Plus de 46 jours se seraient écoulés depuis la disparition du groupe avant qu'ils ne découvrent les restes des 2 derniers adolescents. Au final, les 10 élèves et les 3 enseignants ont tous été déclarés morts, piégés par la tempête de neige et ensevelis sous l'épaisse couche de neige. En retirant les corps du groupe de la montagne, leurs visages figés par le froid révélaient la souffrance endurée dans leurs dernières heures. C'est devenu une histoire insupportable pour la plupart des gens. Comment un drame aussi tragique a-t-il pu arriver? 2 choses sont rapidement devenues évidentes pour les autorités. Premièrement, ils pensent que si les enfants avaient été habillés avec des vêtements plus épais, ils auraient peut-être survécu plus longtemps dans le froid. Mais plus important encore, Sealer aurait dû suivre les conseils des habitants qui l'avaient averti de la tempête imminente qui allait frapper les montagnes. Les autorités estiment qu'avec un équipement d'hiver adapté, les secouristes auraient pu retrouver les élèves avant leur décès. À l'époque, cette déclaration n'a fait qu'accentuer la douleur des familles. Beaucoup se sont demandé s'ils auraient pu agir, mais c'est simplement la dure réalité d'une météo imprévisible sur une montagne périlleuse. Cela aurait pu marquer la fin de notre histoire, laissant supposer les conditions affrontées par le groupe alors que la météo se dégradait. Mais un appareil photo, retrouvé près du corps de Dieter Steck, avait immortalisé l'aventure, peut-être jusqu'au bout. Ces photographies offrent un aperçu des derniers instants du groupe, apportant un certain apaisement aux familles et au public. Après le développement des images, il est vite apparu qu'il était tombé beaucoup de neige en peu de temps. Une photo montre les adolescents avançant dans la neige désormais à hauteur de taille. Cela montre à quel point le sentier était recouvert d'une neige épaisse de plusieurs pieds. On pense qu'après la prise de cette photo, le temps s'est détérioré et la neige a continué de tomber sans relâche, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, leur chance de survie était tombée à presque 0. Il n'y avait tout simplement rien que quiconque aurait pu faire pour les sauver. Alors que les autorités poursuivaient leur enquête sur l'affaire, des inquiétudes ont également été soulevées concernant l'expérience et la formation globale du groupe. Malgré l'expérience de Sealer en alpinisme, les compétences du groupe semblaient insuffisantes face aux conditions extrêmes rencontrées. La tragique perte de vie humaines il y a des années a profondément influencé la façon dont les randonneurs abordent aujourd'hui les aventures. Aujourd'hui, la technologie joue un rôle clé dans la sécurité en montagne et apporte une réelle réassurance. Les systèmes de positionnement global et téléphones satellites sont précieux pour naviguer et communiquer en zones isolées.
Cependant, ces technologies ne sont pas infaillibles et doivent être utilisées en complément des compétences de navigation traditionnelles et d'une compréhension approfondie du terrain. Néanmoins, ils offrent aux randonneurs une option de sécurité s'ils se retrouvent en grave danger ou pris dans une tempête de neige, tout comme le groupe de Heilbronn. La tragédie de randonnée du Dachstein restera une tache sombre de l'histoire autrichienne. Penser qu'une telle perte de vie sans précédent aurait pu être évitée si les enseignants avaient écouté les nombreuses personnes qui les avaient prévenus de l'arrivée de la tempête est vraiment déchirant. Mais plus que tout, c'est un rappel brutal de la véritable cruauté dont peut faire preuve Mère Nature. La montagne est un endroit où la préparation, le respect et une bonne dose de prudence ne sont pas seulement recommandés, ils sont essentiels à la survie. Comme l'écrit Simon Tang dans La montagne, la mort ne vous saute pas dessus. Il vous suit, marchant dans vos traces. Ce jour-là, la mort a trouvé son terrain de jeu.